Avant la grande offensive, le secteur de la Somme est un front calme, presque tranquille. Depuis 1914, aucune bataille majeure ne s'y est déroulée. Une illusion de sécurité. La réalité est différente. 100 000 pertes britanniques, sans aucune offensive. Alors, à quoi ressemble un secteur calme du front? C'est un tapis roulant, une machine qui prend 600 hommes chaque jour, l'équivalent d'un bataillon entier, disparu, effacé de la carte toutes les 24 heures sans le moindre gain stratégique. Sur le terrain, les soldats ont même adopté une trêve tacite, un système de vivre et laisser vivre, ne pas tirer si l'ennemi ne tire pas. Mais la guerre n'a pas besoin de combat pour tuer. L'usure est constante, inexorable, une saignée quotidienne provoquée par les tirs de snipers, les bombardements d'artillerie et les maladies. 600 hommes hors de combat, chaque jour. Pour combler ces pertes, il fallait un flux constant de nouvelles recrues. L'État a délégué la pression. Il l'a confiée à la rue. Une campagne de honte publique a commencé. Son arme, la plume blanche. Symbole de lâcheté. Des groupes de femmes parcouraient les rues, traquant les hommes en civil. Tout homme jugé apte au service devenait une cible. Une plume d'un blanc éclatant, tendue en silence. Placée sur le tissu sombre d'une veste civile, une stigmatisation immédiate. Ce mécanisme fonctionnait, car la Grande-Bretagne vivait hors du temps. Le pays n'avait pas mené de guerre continentale majeure depuis 100 ans. Exactement depuis la bataille de Waterloo, en 1815. La guerre industrielle était une abstraction. Dans l'imaginaire collectif, elle restait une affaire d'honneur, un récit héroïque. Cette ignorance a transformé la pression sociale en une arme de recrutement vicieuse et décentralisée. Mais la machine était aveugle. Elle ne faisait aucune distinction. Elle frappait les hommes en permission médicale, les civils occupant des postes essentiels à l'industrie de guerre. Elle frappait même les vétérans. La scène se répétait. Une femme s'approchait d'un homme, l'évaluait, lui tendait l'objet de la honte. En réponse, l'homme sortit son certificat de démobilisation pour blessure au combat. La pression sociale a fonctionné. En 1916, l'armée britannique comptait 2,5 millions de volontaires. Une armée créée à partir de rien. Mais d'où vient une armée pour une guerre continentale? Contrairement à la France ou l'Allemagne, l'Empire britannique n'avait pas de système de conscription de masse. Paris et Berlin disposaient de machines de mobilisation rodées, avec des armées de métier de plus de 3 millions d'hommes chacune. En août 1914, Lord Kitchener, ministre de la guerre, publie son manifeste. Sa demande est modeste, 100 000 volontaires. La réponse dépasse toutes les attentes. Des files d'attente se forment devant les bureaux de recrutement. À l'intérieur, le son des tampons encreurs est continu. Chaque coup enregistre un nouvel homme. Rien qu'en septembre 1914, 460 000 se sont enrôlés. Au total, 2,5 millions de volontaires. Une armée entière, bâtie sans contrainte légale. La conscription officielle ne sera introduite qu'en 1916. Au printemps 1916, ces millions de volontaires arrivent sur le champ de bataille. Un front paralysé, depuis 17 mois. La guerre de mouvement est terminée. À sa place, une ligne continue de tranchées fortifiées, longue de 470 miles. Cette cicatrice industrielle coupe le continent, de la frontière suisse à la mer du Nord. Le coût pour atteindre cette impasse est déjà astronomique. Près de 2 millions de pertes, dont un demi-million de morts. Comment briser un système de tranchées de 470 miles? Il n'existait aucune réponse. La puissance des mitrailleuses et de l'artillerie moderne rendait toute percée suicidaire. Le front restait immobile. Pourquoi avoir choisi la vallée de la Somme pour l'offensive générale? La réponse est purement géographique. Une carte. Des généraux alliés penchés dessus. Un crayon trace une ligne. Cette ligne n'est pas une cible stratégique. C'est simplement le point de jonction. Le lieu où l'armée britannique et l'armée française se rejoignaient. Sur la carte, la vallée est plate, sans valeur, aucune hauteur décisive, aucun objectif vital. En 1916, la logique de la guerre de coalition dicte ses propres règles. Le compromis politique est plus important que la raison militaire. Joseph Joffre, le commandant en chef français, est le plus gradé. Les Britanniques, partenaires juniors de l'Alliance, doivent suivre. Le plan original est massif. L'essentiel de l'effort doit reposer sur les Français.
40 divisions attaquant sur un front de 25 000. Mais tout s'effondre. Le 21 février 1916, l'Allemagne lance son assaut sur Verdun. La machine de guerre allemande fonctionne comme prévu. L'armée française est saignée à blanc. Le grand projet de Joffre pour la Somme n'est plus viable. Le poids de l'offensive bascule. Désormais, ce sont les Britanniques qui devront porter l'effort principal. L'effort principal repose sur la Grande-Bretagne. Mais son armée de métier est dérisoire face à la guerre de masse. L'Empire a besoin d'hommes, des centaines de milliers. Il va les trouver dans les rues, par la pression. Londres, 1914. Un homme en civil marche, une femme s'approche. Le bruissement d'une plume blanche tendue en silence, le symbole de la lâcheté. Personne n'est épargné, ni les ouvriers des industries de guerre, ni les blessés démobilisés, ni les trop jeunes. La pression sociale est une arme. Un cas est documenté. Un récipiendaire de la Croix de Victoria, la plus haute distinction britannique, reçoit cette plume. Il était en chemin pour la cérémonie, mais il portait des vêtements civils. Pour le commandement, cette hystérie patriotique est une aubaine. Il la canalise avec une idée, une innovation sociale redoutable. Les bataillons de copains, les Pals Battalions. Le principe est simple, ne plus mélanger les recrues venues de tout le pays, mais autoriser les hommes qui s'engagent ensemble à servir ensemble. Vos amis, vos voisins, vos frères dans la même unité. L'idée facilite l'enrôlement, le recrutement explose. Des bureaux, des usines, des rues entières se vident de leurs hommes. Ils sont partis au front, ensemble. Pendant que ces bataillons de camarades apprenaient à peine le maniement du fusil, le plan entier de la campagne s'effondrait. Le projet initial reposait sur 40 divisions françaises, un mur d'acier et d'hommes. Le chiffre tombe à 22, puis à 13. Verdun saignait l'armée française à blanc. Le jour de l'assaut, sur les 40 divisions prévues, il n'en restera que 5. L'offensive, pensée comme française et soutenue par les Britanniques, devient une charge britannique, avec des alliés exsangues à leur côté. Sur les cartes d'état-major, les listes de réserve françaises se vident à vue d'œil. Les télégrammes du général Joffre pleuvent sur le bureau du commandant britannique, Douglas Haig. Le message est brutal. Si les Britanniques attendent, l'armée française n'existera plus. Comment le commandement a-t-il réagi à la fonte des réserves alliées? Il a ordonné de sacrifier la préparation des soldats. Haig voulait lancer l'assaut à la mi-août pour former ses troupes inexpérimentées et amasser les munitions. La pression politique efface tout. Le calendrier est amputé de 6 semaines critiques. L'homme qui devra exécuter cet ordre sur le terrain, le général Henry Rawlinson, reçoit un plan irréalisable. La nouvelle date de l'offensive fut fixée au 1er juillet. Le temps presse. Face au 1er juillet, le général Rawlinson, un pragmatique, propose une tactique prudente, mordre et tenir. L'idée est simple, attaquer une section limitée de la ligne ennemie, la capturer, se retrancher, puis utiliser l'artillerie pour briser les contre-attaques allemandes. Lent, mais réaliste. Son plan, un assaut sur un front de 20 milliards. Objectif, uniquement la première ligne défensive. Comment l'état-major britannique comptait-il compenser l'inexpérience de ses soldats et un front sur le point de s'étirer? La réponse du commandant en chef, Douglas Haig, fut une rupture totale avec la réalité du terrain. Il rejette le plan de Rawlinson. Rawlinson voulait prendre une seule ligne sur 20 milliards. Haig ordonne une percée sur 25 milliards et la prise des premières et deuxièmes lignes, en un seul assaut. Il veut sa cavalerie, prête à exploiter la brèche. Une vision de guerre dépassée. Élargir le front de 5 milliards sans augmenter les réserves d'artillerie était une erreur mathématique. La densité du feu allait chuter de manière critique. Toute la stratégie reposait désormais sur une foi absolue dans la puissance de l'artillerie. Le succès de la percée dépendrait donc entièrement d'un bombardement continu. Une semaine entière de feu ininterrompu. La foi de l'état-major britannique était absolue. Le bombardement effacerait tout. Couper les barbelés, effondrer les abris, tuer les défenseurs. Pourtant, la réalité était différente. 7 jours d'enfer ininterrompus. Sous terre, dans les abris, le monde devenait bruit et poussière. La fine poussière de craie blanche obstruait les poumons. Des hommes piégés devenaient hystériques, essayant de fuir vers la surface et les obus.
Certains abris s'effondraient, enterrant des hommes vivants. D'autres suffoquaient, privés d'air pendant des jours. Au-dessus, l'état-major attendait un champ de ruines silencieux. Une simple marche pour occuper ce qu'il en restait. Mais les vastes ceintures de barbelés, par endroits sur 16 rangées de profondeur, étaient presque intactes. Le bombardement avait apporté le tourment, pas l'annihilation. Même les animaux le savaient. Les rats, rendus fous par le vacarme, déferlaient de la surface. Leur panique les poussait plus profondément dans les abris allemands. Ces refuges où les garnisons ont tenu 7 jours. Des forteresses souterraines. Elles plongeaient à plus de 9 mètres dans la craie solide de la Somme. Pourquoi les obus à shrapnel étaient-ils si inefficaces contre cette roche? Ils n'avaient aucun effet de souffle. Un shrapnel explose en vol, projetant un cône de billes de plomb. Mortel contre des troupes à découvert, mais incapable de couper un fil barbelé, incapable de percer la terre. L'arsenal britannique était principalement constitué de ces obus, une erreur de calcul fondamentale. Face à eux, une ingénierie de défense méthodique. La géologie de la Somme était une forteresse naturelle, une craie dense, autoportante. Pas l'argile gorgée d'eau de Flandre. Les Allemands ont creusé profond. Leurs abris, les Stollen, descendaient jusqu'à 12 mètres. Renforcés de poutres et de rails d'acier, des citadelles capables d'abriter des compagnies entières. Depuis la fin de 1914, ce secteur était calme. Les Allemands ont utilisé ce répit. Chaque jour, chaque semaine. Ils ont bâti des défenses conçues pour survivre à ce bombardement précis. 18 mois. Pour percer ces défenses, l'Empire britannique a rassemblé le plus grand arsenal de l'histoire. Le 24 juin, le bombardement commence. En 7 jours, entre 1,5 million et 1 700 000 obus s'abattent sur les lignes allemandes. Un record absolu. C'était plus que toute la production militaire britannique en une année entière au début de la guerre. Un obus quitte le canon. Il siffle au-dessus du no man's land. Puis, un choc sourd. Pas d'explosion, juste le bruit métallique d'une masse d'acier frappant la terre. Et ce bruit se répète, des milliers de fois. Près de 30% de ce 1,5 million d'obus étaient des carcasses inutiles. L'explication remonte à l'année précédente, la crise des obus de 1915. La Grande-Bretagne ne produisait pas assez. La production a été massivement accélérée. Le contrôle qualité, sacrifié. Des centaines de milliers d'obus défectueux ont inondé la chaîne d'approvisionnement. Mais il y avait un second problème, fondamental. Le type même des projectiles utilisés. Environ 2/3 de l'arsenal total du bombardement étaient des obus à shrapnel. Les projectiles étaient défectueux, mais la reconnaissance, elle, était précise. Chaque nuit, les patrouilles ramenaient des rapports alarmants. Comment la machine impériale réagit-elle aux preuves de son propre échec? Elle donne l'ordre de lancer l'assaut. Les faits sont pourtant clairs. Face au secteur nord, les barbelés sont intacts. Pire, les explosions des obus les ont tordus, enchevêtrés, transformés en nœuds d'acier encore plus impénétrables. De nombreuses positions allemandes tiennent bon, comme si rien ne s'était passé. Les défenseurs sont en alerte. Ils savent exactement où l'attaque aura lieu. L'échelle du bombardement a tout révélé. Une semaine entière pour préparer les réserves, pour planifier la riposte. Le commandement britannique sait tout cela. Mais l'attaque aura lieu, comme prévu. Le 1er juillet, aux premières lueurs du jour. 120 000 hommes, la population d'une ville britannique entière, sont envoyés à l'assaut en une seule matinée. Environ 120 000 soldats britanniques commencent à avancer.